tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, Et après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à tous et une fois de plus, merci d'avoir choisi un épisode de Filles Expat aujourd'hui. Si tu es là, c'est que toi aussi tu es curieuse d'en apprendre un peu plus sur cette île que l'on surnomme la perle de l'océan Indien ou encore la larme de l'Inde de par sa forme. Alors, je souhaite la bienvenue à notre invitée, Clémence, et merci de bien vouloir partager avec nous ton expérience d'expatriation. Coucou Kelly, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton âge et où est-ce que tu te trouves actuellement ? Alors, j'ai tout juste 33 ans et je suis à Kandy, au cœur du Sri Lanka, dans les montagnes. Super. Est-ce que tu es seule ou tu es en couple, en famille ? Alors, je suis avec Fabien, mon conjoint, qui lui est suisse, mais bon, personne n'est parfait. Hein. Le pauvre. Et depuis combien de temps tu te trouves au Sri Lanka ? Alors, on est arrivé en janvier 2019, donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi déjà. Ah oui, donc ça va, vous êtes arrivé bien avant cette fameuse crise sanitaire ? Bien avant cette fameuse crise sanitaire et juste 3 mois avant les attentats. Donc, j'avoue que ce n'est pas forcément les 2 meilleures années et la meilleure expérience qu'on puisse avoir, mais ouais. Oups, bah écoute, on reparlera de tout ça, mais avant qu'on arrive au moment où vous êtes partis, est-ce que tu pourrais nous dire qui vous étiez avant ce grand départ ? Alors, avant ce grand départ, donc on habitait à la frontière suisse parce que donc Fabien est genevois. Fabien construisait des tiny houses, c'est des petites maisons écologiques en bois. Et puis moi, j'avais une salle de sport à Genève que je tenais avec ma maman. Et en fait, je me suis cassé le pied quelques mois avant notre premier voyage au Sri Lanka. Et c'est embêtant ça quand on a une salle de sport. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Oui, effectivement. Donc, vous deux, vous semblez avoir quand même une petite fibre entrepreneuriale. Vous avez fait quoi comme études exactement ? Alors, rien à voir. Moi, j'ai fait des études dans l'esthétique, donc absolument rien à voir. Et puis, Fabien n'a pas vraiment fait d'études, en fait. On a tous les deux décidé de quitter la famille assez tôt, en fait. C'est le nid familial assez tôt. Donc, Fabien n'a pas vraiment fait d'études. Et puis, oui, moi, j'étais dans l'esthétique. D'accord. Et quand vous êtes partis justement pour votre voyage au Sri Lanka, c'était juste un voyage ou vous saviez que vous alliez aller vous installer ? Non, alors c'était vraiment un voyage. En fait, chaque année, on décidait de faire plusieurs voyages. On faisait un voyage en Europe pour son anniversaire et un voyage plus lointain pour le mien. Et en fait, cette année-là, j'avais eu c'était l'année de mes 30 ans. Donc, j'avais vraiment envie de choisir la destination. Et c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. Et les derniers pays qu'on avait fait, c'était surtout des grandes villes. Le précédent voyage, c'était New York, c'était Shanghai, Pékin, Tokyo. C'était vraiment des grosses villes et j'avais envie de retrouver de la nature. J'avais eu un gros coup de cœur pour Bali et je voulais aussi parallèlement faire un safari. Et c'est vrai que l'Afrique, clairement, c'est le pays des safaris. Mais on va être honnête, c'était pas du tout dans notre budget. Donc, j'avais beaucoup entendu parler du Sri Lanka et du coup, pour moi, le Sri Lanka, c'était un moyen de retrouver cette nature et de faire un premier safari, de voir toute cette faune et cette flore ensemble, quoi. Et donc, du coup, là, vous êtes arrivé au Sri Lanka en voyage et j'imagine que vous êtes tombés amoureux. On est arrivé, en voyage. Alors, ce qui est drôle, c'est que Fabien voulait pas du tout partir au Sri Lanka. Pour Fabien, c'était vraiment le Sri Lanka, c'était comme Bali. Pour lui, il y avait vraiment pas de différence et il avait bien aimé Bali. Mais c'est vrai que il avait peur que ce soit trop similaire. Et en fait, grosse surprise pour lui. Comme c'était vraiment un voyage où on s'était fait plaisir, on voulait pas courir, on voyageait avec un guide en fait. Et ça s'est super bien passé avec lui, vraiment gros coup de cœur amical avec lui. Et du coup, je sais pas, la gentillesse des gens, la beauté des paysages,
Le Sri Lanka, c'est un pays où chaque région est différente, en fait. T'as tous les climats, tu retrouves tous les climats. T'as tout type de paysage, t'as tout type de culture. Tu vas au nord, c'est de l'hindouisme. Sinon, c'est du bouddhisme. On a des musulmans. Donc, t'as vraiment toutes les cultures et les religions qui sont représentées. Et je sais pas, ce tout a fait que vraiment, ouais, on a eu un véritable coup de cœur pour le pays. Je pense sincèrement que si on n'avait pas eu Capi, notre chauffeur, ça aurait pas non plus été pareil. Il a vraiment grandement facilité ce coup de cœur. Ah, génial. S'il est toujours, si tu as ses contacts, on peut peut-être le mettre en description pour ceux qui souhaitent aller au Sri Lanka. Ça peut être intéressant qu'il le rencontre aussi et l'aider dans son business. Ouais, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Alors pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, moi j'ai fait quelques petites recherches avant qu'on se parle par rapport à la superficie du Sri Lanka. Il y a écrit 65 610 km², mais bon, bien évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais pour le mettre en perspective, c'est environ 7 fois la taille de la Corse. Ou si on veut le comparer à la Sicile, c'est à peu près 2 fois et demi la taille de la Sicile. C'est ça, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, donc je sais pas pourquoi, moi, le Sri Lanka, je m'imaginais un petit truc. Donc j'avais totalement tort. D'un autre côté, enfin, c'est grand, mais si tu veux, en fait, c'est petit quand même. C'est vrai que nous, quand on compare à la France, on a quand même vite fait le tour du Sri Lanka. Donc, ouais, c'est une bonne petite île, on dirait. D'accord. Et donc, du coup, là, vous faites le tour, tout se passe très bien. Vous rentrez, j'imagine ? Voilà, exactement. On fait un peu plus de 15 jours sur place. On rentre, donc quand même le corps un peu lourd parce que Capi, c'était vraiment une rencontre humaine. Donc, on était vraiment triste de le laisser. On rentre à la maison. Et puis, on reprend notre petite quotidienne. Et là, vous vous dites, c'est plus possible. Comme je t'ai dit en fait tout à l'heure, moi c'est vrai que j'avais le pied, je m'étais cassé le pied quelques mois plus tôt. Donc j'étais toujours en rééducation. Je pouvais toujours pas donner des cours de sport. Donc pour moi, c'était vraiment compliqué de continuer à aller travailler et de faire mon job tout simplement. Et Fabien était face à un vide juridique au niveau des Tiny, en fait, parce que comme on était à la frontière, sa target, c'était aussi bien les Suisses que les Français. Pour les Suisses, il faut savoir que pour même mettre un abri de jardin dans ton jardin, tu dois demander l'autorisation à tous les cantons, à la mairie, au machin, au truc, quoi. J'exagère un peu, mais en gros, c'est hyper compliqué. Et en France, les Tiny, c'était tout neuf à l'époque. Donc, du coup, c'était hyper compliqué que les choses soient faites légalement pour les acheteurs. Donc, ça limitait aussi les demandes, même si Fabien était débordé de demandes. C'est vrai qu'on n'arrivait pas trop à comprendre comment on allait pouvoir gérer tout ça. Et puis, les coûts de production étaient énormes. Donc, on va être honnête, c'était pas très rentable non plus. Et quand on se lance un business, tout ce qu'on veut, on veut tous la même chose, c'est que ce soit rentable. Donc, c'est vrai qu'on était tous les deux un petit peu dans une situation un peu compliquée. Puis un jour, je rentre de la salle, parce que je continuais quand même d'aller à la salle, même si je pouvais pas donner des cours. Et puis Fabien me dit, mais écoute, on n'a pas d'enfant. C'est vrai qu'on a quelquefois évoqué l'idée de pourquoi pas un jour partir dans un autre pays. Viens, on tente au Sri Lanka, quoi. Génial. Et là, tu le dis, mais carrément. Là, je me dis, ouais, carrément. Après, pour faire quoi ? Parce que c'est bien beau de vouloir partir au Sri Lanka, mais moi, j'ai fait des écoles d'esthétique. J'ai clairement pas envie de refaire ça au Sri Lanka, surtout que les critères de beauté sont pas les mêmes. J'ai pas du tout envie de faire du sport parce que de toute façon, je peux pas. J'ai plus la capacité physique pour le faire, donc je veux pas. Et faire des tiny au Sri Lanka, c'est juste pas possible. Le bois, ça coûte une fortune, donc que faire ? Et donc là, vous vous êtes tourné, je sais pas, vers peut-être une formation, un coach ou quelque chose, ou vous avez juste laissé le temps passer pour voir si les idées allaient venir à vous ? En fait, Fabien avait plus ou moins déjà parlé de ça en fait pendant le voyage avec Capi, et c'est vrai qu'il lui avait dit, écoute, au Sri Lanka, il y a tout à faire. La guerre, elle s'est terminée il y a seulement 12 ans. Donc il y a toute une partie du Sri Lanka qui n'était pas accessible. Nous, là où on habite à Kandy, c'était accessible, mais tu savais, il y avait des tensions, clairement. Donc, le Sri Lanka, c'est un pays où il y a tout à faire. Mais il faut juste faire les choses, bien réfléchir, parce que si tu n'es pas dans le cercle, en fait, c'est difficile de t'intégrer et c'est difficile d'avoir du business. Donc, que faire ? C'est vrai que donc ils avaient déjà réfléchi, parce que Kapila est guide, donc forcément, on sait que nous, en tant qu'étrangers, on va forcément lui apporter du business. Donc, comment rémunérer tout ça ? Et de là, on a creusé un petit peu et on s'est dit, mais en fait,
tu as moyen de voyager différemment au Sri Lanka, mais il n'y a pas de réelle agence qui propose du vrai tourisme éthique et écologique. Toutes les agences que tu vas trouver, elles vont te proposer ça, mais elles vont aussi te proposer le circuit classique bateau avec tous les pièges à touristes. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'au final, même si j'avais énormément travaillé mon premier voyage, parce que j'étais à la maison avec un pied cassé, donc j'avais que ça à faire, en fait, on a fait le même circuit que monsieur et madame tout le monde. Exactement la même chose, on est allé dans les mêmes pièges à touristes que tout le monde, et on s'est dit, mais non, en fait, le Sri Lanka, il y a tellement plus à offrir qu'il faut qu'on creuse cette piste, quoi. Et vous l'avez creusé comment, du coup? Vous êtes retourné pour un autre voyage ou vous avez essayé de faire ça à distance? Alors, on a déjà fait des recherches à distance, mais vraiment, on a passé des heures et des heures à checker tous les blogs, tous les sites internet, mais vraiment à fond. Et puis, quand on a parlé de cette idée aux parents et à la famille, ils nous ont dit, OK, les gars, mais calmez-vous, retournez sur place, parce que voir un pays quand vous êtes en vacances 2 semaines et y vivre, c'est totalement différent. Réfléchissez bien à l'endroit où vous voulez vous installer, c'est très important. Donc, retournez-y. Donc là, on a dit, OK, ouais, vous avez raison, il faut qu'on y retourne. Donc, on est retourné un mois, 6 semaines, quelque chose comme ça sur place, pour vraiment répondre à toutes ces questions, découvrir des nouveaux endroits, approfondir notre expatriation et répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser, quoi. Donc j'ai cru dire que en tant que touriste, dans tous les cas, peu importe la raison pour laquelle tu viens, il faut un visa, c'est ça? Il faut un visa. Ouais, en fait, ici, ils l'appellent l'ETA exactement, mais oui, c'est un visa. Tu es obligé d'avoir un visa. Donc là, à ce moment-là, t'as juste fait un visa touriste et t'as pris le temps de voir les opportunités, en fait. Exactement. Je crois qu'à l'époque, le visa touriste était valable 3 mois. Donc oui, on a fait un visa touriste et puis on est retourné faire notre petit tour et nos recherches. Ok, et donc là, vous vous êtes dit, effectivement, il y a quelque chose à faire. Vous avez trouvé un endroit où aller. Alors, donc, effectivement, ouais, donc au début, on voulait vivre vraiment dans la pampa. Et c'est vrai qu'à force d'écouter les histoires d'expats, parce que donc aussi le but du voyage, c'était de rencontrer des expats, mais des expats qui avaient bien réussi, mais aussi des expats qui avaient clairement, désolé du terme, mais tout foiré. Parce que, écoutez, que les bonnes histoires, c'est bien, mais c'est pas très constructif. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais disons que tu apprends beaucoup plus aussi des erreurs des autres. Donc, du coup, on a vraiment rencontré tout type de profils et on a vu vraiment ce qu'on voulait et ce qu'on voulait pas. Donc là, effectivement, on a changé vraiment d'idée. Vivre dans la pampa, c'est pas une bonne idée, hein. Je veux dire, ça peut être cool quand tu es en vacances, mais quand tu t'expatries, que tu es loin de ta famille, loin de tes amis, que tu perds tous tes repères, tu as besoin d'être dans un endroit où ça bouge, quoi, tout simplement. Et puis, il faut réfléchir aux écoles si on a des enfants, il faut réfléchir aux soins médicaux. Enfin, c'est pas des petites questions anodines. Ici, on a des scorpions, on a des serpents énormes, on a des araignées abominables. Donc, ouais, il faut y réfléchir. Oh l'horreur! Non, mais enfin, on n'en voit pas beaucoup. Mais je veux dire, si tu te fais piquer par un scorpion, ouais, tu vas être obligé d'aller à l'hôpital. Donc, si t'es au fin fond de la pampa, t'as pas trop envie d'aller dans l'hôpital du coin qui est vraiment pas très, très, très propre, quoi, on va dire. Donc, ouais, il a fallu approfondir tout ça. Et du coup, j'ai oublié ce que je disais. Pardon, je parle trop. Non, et donc du coup, ouais, vous avez fait en gros votre benchmarking, en fait. Vous avez vraiment analysé, pris le temps de préparer les choses et c'est super intelligent ce que vous avez fait. On a vraiment essayé de se protéger au maximum et disons que on avait qu'une chance en fait. C'était on part, on tente. Si ça marche pas, ça marche pas. Au moins on aura tenté, mais on met toutes les chances de notre côté pour que ça marche et qu'on vive la meilleure expérience possible, quoi. Génial. Et juste pour revenir, tu disais par rapport au fait, sur place, les choses peuvent être différentes. Je lisais qu'on ne trouve pas toujours de l'eau chaude, c'est vrai? Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, dans les maisons, t'as pas forcément d'eau chaude, t'as que de l'eau froide. Si tu veux de l'eau chaude, en fait, il faut que tu fasses installer des petits chauffe-eau. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait dans la maison, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que dans l'ancienne maison, on n'avait pas d'eau chaude pour laver la vaisselle. Alors, ça peut paraître bête, mais c'est quand même nécessaire. Pour la machine à laver, tu es obligé d'avoir de l'eau chaude, donc tu es obligé d'installer ton chauffe-eau, effectivement. Mais les 3/4 des maisons n'en ont pas parce que ça consomme énormément d'électricité. Et l'électricité coûte très, très cher au Sri Lanka. D'accord. Ce qui est assez drôle parce que je lisais aussi qu'au Sri Lanka, il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup d'électricité qui est hydraulique. Ouais. Et elle est chère quand même. Alors, elle est chère et paradoxalement, selon les périodes, on a énormément de coupures d'électricité. Je me rappelle la première année quand on est arrivé, ils coupent surtout en fait à l'approche du Nouvel An et la période la plus chaude, donc à la période aussi où les lacs sont les plus bas et les niveaux des rivières sont les plus bas.
Et on avait des coupures, mais c'était juste horrible. On avait, par exemple, de 11h à 13h, donc vraiment le moment en plus où tu as besoin d'électricité pour faire à manger. Et le soir, 20h, on n'avait plus d'électricité, donc il faisait une chaleur à mourir. Et encore, on s'estime heureux parce qu'on a des copains dans le sud. Eux, ils avaient 8 heures de coupure d'électricité par jour. Ah oui. Donc, eux, ils n'avaient pas de générateur. Tu n'as que dans les grands hôtels où tu peux trouver des générateurs. Donc oui, il y a beaucoup de lacs, mais paradoxalement, il y a énormément de coupures d'électricité. C'est intéressant parce que, ouais, en effet, quand tu voyages pendant quelques semaines à une certaine période de l'année, il y a certainement beaucoup de choses que tu vas pas expérimenter que tu vivrais si tu étais expatrié, en fait. Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Nous, notre premier voyage, on n'avait pas du tout capté ces coupures d'électricité. Et alors, quand on a eu la guest house pour la première fois, mais alors ce mois d'avril, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Hein. Attends, ne spoil pas tout de suite les auditrices et les auditeurs. Mais du coup, je ne dis plus rien. si, bah si, faut que tu parles quand même. Mais du coup, là, donc tu fais ta petite session de benchmarking, tu collectes toutes les informations importantes à avoir, et là, vous re-rentrez donc du coup chez vous. Et là, ça prend après combien de temps à peu près entre le moment où vous êtes rentré et vous êtes reparti? On est rentré début septembre, on est parti en janvier. Ouais, donc ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Donc ouais, là, je pense que c'était nécessaire que ce soit rapide parce que tu prends conscience vraiment que le projet va arriver et bah forcément, tu as toutes ces peurs aussi qui arrivent aussi. Et je pense que si on s'était posé trop de questions, ça aurait été plus compliqué de se lancer. Ouais, carrément. Puis je pense que tu as aussi l'excitation qui prend le dessus aussi, où tu as envie que les choses, elles bougent et qu'elles arrivent à un moment donné. Ouais, c'est vraiment un mélange d'émotions en fait, parce que tu as l'excitation où effectivement tu es en train de créer ton projet, un projet de vie, clairement, hein, mais tu as aussi cette peur parce que tu vois vraiment toutes les choses qui sont en train de bouger. C'était très particulier comme période, c'était vraiment très très particulier. Ouais, et donc là, du coup, vous vendez toutes vos affaires, vous donnez votre enfin, pas préavis, mais comment c'est pour les appartements ou maisons, je ne sais pas ce que... Si, c'est ça, ouais, on a donné le préavis de l'appart, on a tout vendu. Donc c'est vrai que moi j'ai stocké un maximum de choses chez ma mère parce que je m'étais dit on sait jamais quoi, si jamais ça marche pas, il faut quand même qu'on garde un minimum de meubles parce qu'on va revenir tout nu et ce sera moins dur si on a quelques affaires chez quelque part. Mais Fabien lui a tout vendu, hein. Voiture, console, il a donné les 3/4 de ses fringues à son frère. Enfin, c'était vraiment... moi, j'étais plutôt la petite fourmi qui essaye de tout garder, de tout prévoir et tout ça. Et Fabien, lui, non, allez, on vide. C'était deux opposés. Et maintenant, quand tu y repenses, t'aurais fait pareil ou tu regrettes pas d'avoir fait ce que tu as fait? Non, je regrette pas parce que bah, quelques mois, 3 mois après qu'on soit arrivé, il y a eu les attentats. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te poses énormément de questions et tu te demandes si vraiment on a fait le bon choix de s'expatrier ou pas. Et du coup, si on avait pris la décision de rentrer après ces attentats, bah, on serait pas rentré tout nu, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, non, et puis en plus, quand tu as justement un endroit où pouvoir mettre tes affaires, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, c'est gratuit entre guillemets, et au moins ça te permet de te sentir un peu rassuré. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout ça me rassurait et je me disais, voilà, j'ai toujours cette option au cas où et c'était surtout ce côté rassurant. Après, maintenant, aujourd'hui, honnêtement, ma mère, elle a vendu tout ce qu'on avait et il reste pas grand-chose chez elle. Mais ouais, il y avait ce côté rassurant quand même où tu sais que tu as quelque part où tu as une maison encore. Tu vois, parce qu'on se considère pas non plus chez nous ici. Donc, du coup, ouais, c'était rassurant de savoir que tu avais une maison quelque part. Et donc, tu disais qu'avec ta maman, vous aviez une salle de sport ensemble, donc j'imagine que vous étiez quand même assez proches. Est-ce que tu n'appréhendais pas justement cet éloignement? Ah si, j'appréhendais énormément parce que c'est vrai que ça faisait 10 ans que je travaillais avec ma maman. J'ai toujours été très très proche d'elle. Le dernier mois avant de partir, on a habité chez elle. Si, pour moi, c'était le pire. C'était le pire. Parce que du coup, tu as combien de décalage horaire en plus avec l'Europe? Bah là, ça va, on a que 3h30. Okay. Et puis, même avec le décalage horaire, on est tout le temps sur WhatsApp. On s'appelle, je pense, 4 fois par jour. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que de toute façon, il y a un moment donné, il faut couper le cordon. Après, pour moi, être proche de sa famille, il n'y a pas d'âge, en fait, et il n'y a pas de honte à avoir. Donc, c'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que, ouais, honnêtement, le jour du départ, c'était un déchirement, hein, clairement. Hein. Je pense que, mais même maintenant, quand j'y pense et quand je pense que maman, elle est loin,
Ça peut être stupide, hein, j'ai 33 ans, mais ouais, bah, je pleure comme une madeleine. Ouais, non, mais c'est pas du tout stupide et on va pas te faire pleurer, mais est-ce que tu pourrais justement revenir sur ce jour du départ? À ce jour du départ, c'était vraiment tendu. Donc, on habitait chez ma maman. La mère de Fabien est venue nous chercher. En fait, si on a fait le voyage séparément jusqu'à l'aéroport, donc on est parti de l'aéroport de Genève. Fab est parti avec sa maman, moi je suis partie avec la mienne. Ah bon? Puis on essayait de... Bah, c'était les derniers moments passés vraiment que nous, quoi. Donc, ce qui était horrible, en fait, c'est que la semaine avant de partir, en fait, on a fait le tour de tous les amis. La veille au soir, on était en train de faire un dernier repas avec les amis, la famille. Moi, j'ai dit au revoir à toutes les personnes qui venaient à la salle parce qu'au bout de 10 ans, bah, forcément, j'avais des clientes régulières. Donc, on avait fait une grosse soirée pour dire au revoir à tout le monde. Donc, puis tu fais le tour de la famille, donc tu vas voir les grands-parents, tu sais pas si tu les reverras un jour. Enfin, bref. Donc, déjà, c'était une semaine, 10 jours intenses où tu fais que pleurer. Et puis, le jour J, tu sais que ça va arriver, mais tu fais tout pour ne pas pleurer, pour paraître que c'était une journée normale alors qu'on était tous sous tension. Et puis dans la voiture, bah pareil, on s'est retenu de pleurer. Et puis la mère de Fabien dit bon, on fait une photo avant que vous preniez l'avion. Et là, ma mère se met à pleurer. Oh. Et là, j'étais là, mais non, mais commence pas maintenant. Et les photos, c'est ça en fait. Les photos, si on a les yeux pleins de larmes. Mais voilà, mais c'était une expérience et il fallait le faire. Clairement, il fallait le faire et on regrette pas du tout. Mais cette journée était émotionnellement, c'était la pire qu'on pouvait passer, quoi. Honnêtement. Et ce que je trouve aussi qui est dur dans ces moments, justement, enfin, qui est dur, c'est que, en fait, tu vois beaucoup de monde très rapidement, tu passes des bons moments, etc., etc. Et là, tout d'un coup, tu arrives dans ton avion, donc vous, ça va, vous étiez Dieu, donc ça va, t'étais pas toute seule. Mais là, tu te retrouves, et là, ou même une fois que t'es arrivé au Sri Lanka, et là, tu te retrouves seule, entre guillemets. Mais c'est bizarre de passer, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est assez intense. Ouais, c'est exactement ça. C'est d'un côté, t'es content parce que tu vois plein de monde et tu fais la fête, mais d'un autre côté, tu sais que c'est peut-être les dernières fois où tu vois certaines personnes. Donc, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et puis, ouais, quand on arrivait dans l'avion, il fallait qu'on fasse des petits messages à tout le monde, mais je pouvais pas m'arrêter de pleurer, quoi. J'étais comme une enfant de 4 ans et je pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était horrible, quoi. Donc, Fabien essayait d'être fort et de pas pleurer, de pas me montrer qu'il était triste parce que, bah, sinon, c'était la fin du monde. Et puis, effectivement, t'arrives au Sri Lanka et là, tu te rends vraiment compte, en fait, putain, mais tu l'as fait, quoi. T'es à l'autre bout du monde et, heureusement qu'on avait plein de trucs à faire et qu'on avait énormément de démarches, les visas à gérer, la société à gérer, etc. Parce que je pense que sinon, ça aurait été très dur. Et heureusement qu'on était deux. Si j'avais été toute seule, honnêtement, je pense que je l'aurais pas fait. Trop difficile émotionnellement. Ouais. Ouais. Mais après, Ouais. une fois que t'es dans l'avion, hein. Tu peux pas faire demi-tour. Bah après, tant qu'il a pas décollé, techniquement, tu peux sortir. Ah, t'aurais fait demi-tour avant, toi. Je pense que j'aurais jamais osé sauter le cap. Honnêtement, je pense que jamais. Ouais, je pense que j'aurais pas osé. Moi, je pense que t'es plus forte que ce que tu penses. J'avais déjà fait une expatriation de Paris à la Suisse, mais c'était pas la même chose. Je veux dire, s'il y avait quoi que ce soit, tu pouvais rentrer, tu pouvais faire 3 heures de train et t'étais proche des gens avec qui t'étais, de tes amis, de ta famille. Là, c'est plus compliqué. Là, le voyage, c'est au moins 24 heures. Le billet d'avion n'est pas le même prix qu'un billet de train. Ouais, je sais pas. Et puis en grandissant, t'as aussi des envies qui changent et tu te rends compte que bah, ta famille, tes amis vivent des choses pendant que toi t'es pas là en fait. Donc et là à ce moment-là, je pense que tu prends vraiment conscience de tout ça. Ouais, c'est pas faux. Après, mon idée n'est pas du tout de dégoûter les gens d'expatriation ou quoi que ce soit. Hein. Je regrette pas du tout, mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de tout ça et que ouais, quand t'es loin, bah, c'est une autre vie qui s'offre à toi, une très belle vie, mais une autre vie qui s'offre à toi. C'est ça, il faut accepter qu'on va louper des choses. Moi, je me souviens, les premières années, j'avais mes meilleurs amis qui se mariaient, donc je rentrais à chaque fois pour assister au mariage. Et il y a un moment donné où je continuais à recevoir des invitations, parce qu'en plus, quand tu es à l'âge là, justement, c'est là où tout le monde commence à se marier et a des enfants. Et à un moment donné, j'ai dû dire, bah non, je peux pas rentrer pour ton mariage, parce que je ne peux pas m'amuser à faire des allers-retours à chaque fois qu'il y a un événement, ou quelqu'un qui fête ses 50 ans, ou enfin des moments marquants pour eux. Parce que déjà ça coûte cher et puis ça prend du temps, quoi, donc il faut accepter ça.
Et quand vous étiez arrivé du coup au Sri Lanka, est-ce que vous saviez déjà, vous aviez dit un logement, et, comment ça se passait tout ça avec même le visa, etc. Alors le visa, en fait, on est resté plusieurs jours à la capitale pour justement finaliser tout ça. On avait décidé de créer la société depuis la France, en fait. Donc la société a été créée au Sri Lanka, mais quand on avait fait notre voyage en août, on avait commencé à faire les démarches et on a finalisé tout ça depuis la France. Et grâce à Capi, qui est maintenant notre associé, notre ancien chauffeur, du coup, ça avait grandement facilité. Donc, on était resté quelque temps à la capitale. Et ensuite, ouais, non, il a fallu faire la recherche des maisons. Et là, c'était hyper compliqué parce qu'on avait fait du repérage à la maison, pour des maisons. Et en fait, arrivé sur place, mais les photos, elles dataient d'il y a 5 ans, quoi. Donc, la maison ressemblait plus du tout à ça. Ah, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Ok, donc petit message pour ceux qui envisagent d'acheter au Sri Lanka, ne vous fiez pas aux photos. Mais c'est ça, c'est vraiment ça en fait. Ils veulent absolument... et ils mettent en avant les belles photos. Donc c'est vrai qu'on est arrivé, c'était complètement délavé, plein d'humidité, des choses auxquelles on pense pas. Les maisons sont pas construites pareil qu'ici en plus. Donc c'est vrai que ici, tout moisit très très vite. Les pièces ne sont pas comptées pareil. Les pièces en enfilade, c'est des chambres, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, ça correspondait pas du tout à ce qu'on voulait et je pense qu'on a dû visiter une 50aine de maisons quand même. Ah ouais, quand même. Et donc oui, t'en as brièvement touché un mot tout à l'heure. Donc vous, votre objectif, c'était du coup d'ouvrir une guest house. L'objectif principal, c'était vraiment l'agence. C'était vraiment notre idée première, c'était l'agence. Ensuite, on s'était dit, de toute façon, vu les loyers et la différence, la petite différence entre les maisons à 2 chambres ou les maisons à 4 chambres, autant qu'on prenne une maison à 4 chambres. Et avec les chambres supplémentaires, du coup, on va faire une guest house dedans. Ça mettra toujours du beurre dans les épinards. L'agence, c'est beaucoup plus long à mettre en place, même si elle était déjà ouverte, c'est beaucoup plus long à mettre en place. La guest house, on peut commencer tout de suite. Ok, super. Et donc, du coup, vous avez pris la décision de vous associer justement avec cette personne du Sri Lanka. Ouais, exact. Pour nous, c'était... de toute façon, t'as pas le choix. En tant qu'étranger, t'as pas le choix, t'es obligé d'avoir un partenaire local. Et pour nous, Kapila, c'était la meilleure option. Il nous a jamais rien demandé. Mais vraiment jamais rien demandé. Il a toujours signé les papiers sans même regarder ce qu'il signait. Il n'a pas accès au compte en banque. C'est nous qui avons tous les accès. Donc, je veux dire, on s'est protégé au maximum. Après, on saura jamais, mais même en France, tu peux te faire arnaquer par quelqu'un. Mais voilà, on a mis toutes les chances de notre côté et c'était la meilleure option et notre seule option de toute façon. Génial, ouais, et puis de toute façon, il savait que même s'il signe des papiers, mais lui, ça allait être dans son intérêt à un moment donné, parce que vos objectifs restent les mêmes au final, de permettre aux touristes de venir et de passer un bon moment et de voir des choses originales. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis nous, Capi, du coup, c'est notre chauffeur principal dans l'agence. Donc c'est vrai qu'on le recommande systématiquement et il le sait, il a déjà eu énormément de tours grâce à nous, il l'a bien vu. Non, c'est dans son intérêt et c'est dans le nôtre que ça se passe bien et ça se passe très bien. Donnant, donc super. Donc du coup, vous êtes arrivé au mois de janvier de 2019. Combien de temps ça a pris entre justement toutes ces recherches mises en place et vos premiers clients ? Alors, la guest house, on l'a ouvert début avril. On l'a vraiment ouvert début avril. Le premier client est arrivé assez rapidement. D'ailleurs, Philippe, si tu m'écoutes, je te fais un petit coucou. Et c'était vraiment cool comme premier client parce que c'est vraiment une personne qui est en or. Et en fait, donc on a ouvert, début avril, quelques jours avant les attentats. Et les attentats arrivent. Et Philippe est revenu. En fait, il est vraiment resté quasiment 2 semaines à la maison. Donc, le premier client, Philippe, est arrivé très, très tôt. Très bonne expérience en plus, donc ça, c'est quand même top. Première expérience avec un guest vraiment génial. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Et donc, du coup, pardonne-moi pour mon ignorance, mais les attentats, j'étais pas du tout au courant qu'il y en a eu en 2019 au Sri Lanka, ou du moins, en tout cas, je m'en rappelle pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Alors ouais, ça a été assez violent. C'était le dimanche de Pâques de 2019, donc c'était, il me semble, le 21 avril 2019. Ça a été assez violent. 8h du matin, on est sur les téléphones, Facebook tout simplement, et on voit apparemment il y a eu une explosion dans une église. 3 minutes après, deuxième explosion dans une église. Et en fait, il y a eu, il me semble, 6 explosions quasiment simultanées dans des églises et dans des hôtels de luxe. Donc, les hôtels de luxe étaient à Colombo, les églises étaient à Negombo et à Batikalo sur la côte Est. Et quasiment toutes à 3 à 4 minutes d'intervalle. Il y a eu 250 morts. Oh là là. 500 blessés. Ah ouais, c'était vraiment violent et c'était vraiment
la cible était simple, hein, c'était les touristes avant tout et les catholiques et les chrétiens qui étaient en train de fêter Pâques, quoi. Donc c'était assez violent, même si on est habitué aux attentats, c'est triste à dire, mais on est habitué aux attentats en France. Là, tu es dans un pays que tu connais pas. Au début, on savait pas si c'était peut-être la guerre qui recommençait, parce que la guerre, elle était pas si loin. Ça faisait que 10 ans à l'époque, elle était finie. Les attentats suicides, il y en a eu beaucoup pendant la guerre avec les tigres tamouls, donc avec les rebelles. Donc là, tu te poses beaucoup de questions. On va voir les voisins qui nous disent c'est la guerre, c'est la guerre. Voilà. Là, tu te dis ok, c'est la merde, clairement. Donc ouais, c'était assez violent comme attentat. Ah oui, j'ose pas imaginer du coup. Là, du coup, est-ce que vous vous posiez la question de rentrer ou... Clairement, sur le coup, ouais, on s'est posé la question. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on était devant les infos. La télé, on l'avait jamais allumée. Et là, on était devant les infos toute la journée à regarder ce qui se passait, à essayer d'attendre des nouvelles. Et ouais, tu t'es obligé de te poser la question parce que si effectivement c'est la guerre qui reprend, quoi faire, quoi? Je veux dire, la guerre, elle a duré 30 ans quand même. Il y a eu des massacres. Ouais, t'es obligé de te poser la question. T'es vraiment obligé de te poser la question. Après, on a prévenu la famille, surtout d'abord. On leur a dit, voilà, on va bien. Vous inquiétez pas, on est en sécurité. On a attendu quelques jours pour voir ce qui se passait. Et puis là, le gouvernement a annoncé que c'était des attentats revendiqués par l'État islamique. Donc là, on s'est dit, OK, c'est la merde, parce que nous, en plus, on habite dans un quartier musulman. Ah ouais. Donc là, c'était assez embêtant, parce qu'on sait très bien, quand vous êtes touriste, en fait, vous le verrez pas. Mais clairement, il y a des grosses tensions entre les différentes ethnies religieuses. Donc là, on s'est dit, OK, donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils ont tout de suite mis un lockdown au Sri Lanka. Donc, lockdown au Sri Lanka, faut pas rigoler avec, parce que tu as l'armée qui circule, tu respectes pas le lockdown, ils t'emmènent en prison, c'est pas un problème pour eux. Donc là, on se dit OK. Et puis tous les jours, on entendait des infos, des armes ont été trouvées, on a arrêté 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 100 personnes, on expulse du monde. Ils fouillaient toutes les maisons, ils ont fouillé tout le quartier. Donc là, ouais, enfin, c'est vraiment flippant, vraiment, vraiment flippant. On va en ville un jour parce que Fabien est suisse, donc forcément, les journalistes suisses cherchaient des témoignages des personnes sur place. Donc on a un journaliste qui vient à la maison et qui me dit, ouais, est-ce qu'on peut aller en ville? Ouais, OK, on va aller en ville. Et donc, on va en ville et là, on croise un chauffeur de tuk-tuk qu'on connaît et il nous dit rentrez chez vous, la mosquée, elle va exploser. OK, bon. Ouais, c'était vraiment, en fait, c'était hyper compliqué à gérer, quoi. Tu savais pas qui croire, tu savais pas quoi faire. Puis au final, grâce au lockdown, donc ils ont fermé les réseaux sociaux, ils ont fermé, t'avais plus accès à Google, t'avais plus accès à Facebook, WhatsApp, t'avais plus accès à plus rien. T'étais obligé d'utiliser des VPN pour assurer la famille. Mais c'était bien parce qu'en fait, tout de suite, ils ont cherché à apaiser les tensions, tout le monde en lockdown. Donc la tension a vite redescendu. Et comme le gouvernement a tout de suite pris des mesures assez radicales dans le sens à essayer de chercher d'où ça venait et d'expulser. Ils ont expulsé, je crois, j'ai pas envie de dire des bêtises sur les chiffres, mais ils ont expulsé des centaines de personnes du pays. Ils ont arrêté des centaines de personnes. Donc du coup, ça a aidé à faire baisser la tension. Et puis les premiers chiffres en fait des morts, les morts avaient été comptés 2 fois. Donc au début, on était sur des chiffres comme 500 personnes tuées. Et ça a été vite redescendu à la baisse. Donc c'est dramatique, hein, les 250 morts, c'est dramatique. Mais ça a beaucoup aidé aussi à faire redescendre tout le monde et à faire redescendre la tension. Ouais. Tu vois, je suis surprise de savoir que le gouvernement, il a les moyens de faire tout ça aussi rapidement, en fait. Au Sri Lanka, c'est impressionnant. Franchement, on est impressionné depuis 2 ans et demi. On est impressionné de la rapidité à laquelle ils prennent des mesures. Et ils rigolent pas, surtout dans leurs mesures. C'est vrai qu'en France, on est très laxiste. En Europe, on est très laxiste. Et ici, honnêtement, on se sent vraiment en sécurité par rapport à tout ça. Parce que, ouais, ils ont pas rigolé, quoi. Ils ont pas rigolé. Et là encore, avec les mesures suite au virus, dès le début, quoi, ils ont tapé fort et ils rigolent pas, en fait. Tu respectes pas la règle, tu vas en prison, tant pis, ou tu vas dans un centre de quarantaine. T'avais qu'à respecter. Bah écoute, en même temps, j'ai envie de dire, hein, des fois, il faut y aller quand il faut y aller, mais peut-être le fait que, comme tu disais, qu'ils sont sortis de la guerre il n'y a pas très longtemps, je pense qu'ils ont toujours ce goût amer, en fait, des choses qui peuvent tourner mal, quoi. Exactement. Et puis ici, il y a une armée par rapport à la taille du pays. La taille de l'armée est énorme, en fait. On a des camps militaires absolument partout. Donc pour eux, c'est aussi très, très rapide de réagir et de déployer les forces. C'est vraiment
c'est incroyablement rapide. Et ouais, honnêtement, on se sent vraiment en sécurité. D'accord. Et du coup, justement, comme tu disais qu'il faut bien respecter la loi, j'ai lu que les soirs de pleine lune, on ne peut pas acheter d'alcool. Les soirs de pleine lune, tu peux pas acheter d'alcool et tu peux pas acheter de la viande non plus. Ouais, c'est Ok. totalement interdit. La fête du Poya, si je dis pas de bêtises, Poya. Ouais, exactement. Les journées de pleine lune. Ouais, donc Voilà. une fois par mois. Donc très important, si vous y allez, surtout n'achetez pas d'alcool les soirs de pleine lune. Regardez bien le calendrier, c'est, je crois, le calendrier bouddhiste. C'est ça. Alors, de toute façon, on a fait un article sur le blog où on a marqué tous les jours fériés, donc comme ça, c'est pratique. De toute façon, vous pourrez pas acheter d'alcool parce que les bars et les liquor stores sont tous fermés de toute façon. Ah ok, donc comme ça, il n'y a Donc, pas de risque de se faire emprisonner pendant 24 heures, donc ça c'est cool. non, après, honnêtement, de toute façon, ils sont assez tolérants avec les touristes, hein. Ouais. Par contre, chose importante, faut pas se prendre en photo dos à Bouddha ou avoir de représentation de Bouddha parce que là, ils vont vraiment le prendre comme une offense. Là, touriste ou pas touriste, vous pouvez avoir des problèmes, mais sinon, non, ils sont tolérants avec les touristes. Cool. Et j'ai lu aussi quelque chose qui m'a un peu surprise, c'est que quand il secoue la tête de gauche à droite, genre pour dire non, ah c'est comme ça. Bon, dommage, vous ne voyez pas, mais... Je le fais bien en plus, t'as vu le petit balancier Ouais, c'est ça. Et en fait, ça veut dire oui. En fait, ça veut tout dire. C'est vrai. En fait, ça veut dire oui, mais ça veut dire non, tu sais jamais. Donc en fait, ouais, au début, c'est assez déstabilisant. Et puis on s'est rendu compte qu'on le faisait énormément en fait. Quand on nous parle, même pour dire merci en fait, quelqu'un va faire quelque chose, t'as envie de lui dire merci, bah tu lui fais le Ah petit oui, head shake et ça veut dire merci aussi. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Donc ne vous fiez pas au head shake, ça veut tout dire. trop cool. Et je pose toujours cette question, mais là, du coup, j'ai l'impression de connaître un peu la réponse, mais on en a un petit peu abordé, mais quand t'es arrivé, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fout là, punaise, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a pris cette décision, ou pas du tout? Mais alors pas au début, hein, c'est vrai. La question, elle est vraiment arrivée, ouais, bah quand il y a eu cette période d'attentat en fait. C'est vraiment le moment où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a fait. Après, j'avoue que là récemment, on s'est posé aussi avec le virus, mais sinon, ouais, non, au début, non, en tout cas. Ok, cool. Et hors sujet, mais complètement hors sujet, mais je ne savais pas qu'en fait le Lipton Tea, qui est très connu quand même, ça a été créé au Sri Lanka en 1890. Ouais, exactement. Et c'est exactement, en fait, les plantations du thé Lipton sont à Aputali, donc dans les montagnes. C'est pour nous les plus belles plantations de thé de l'île. Et ce qui est génial, c'est que donc vous allez faire une rando à travers les plantations de thé et au sommet, en fait, donc il y a un viewpoint, je perds mon mot en français, il y a un viewpoint où tu as une vue spectaculaire et tu as sur un banc une statue et en fait c'est Sir Lipton qui a créé donc ce thé. Trop bien. Ouais, un viewpoint, un point de vue en fait. Un point de vue, oui, Ouais. voilà, bah, c'était simple en fait. C'est ça. Non, mais je te comprends, hein, moi aussi, j'ai eu cette période où. Je l'ai encore hein, de temps en temps où, ouais, où on oublie nos mots en français. Donc c'est tout à fait normal. Pour en revenir là-dessus, d'ailleurs, au niveau de la langue, avant que vous arriviez, vous étiez confortable déjà à parler anglais? Alors moi, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. J'arrivais à comprendre, mais alors de là à m'exprimer, bon, après mon anglais est toujours pas parfait, hein, mais disons que moi j'ai vraiment appris ici en écoutant Fabien. Fabien, lui, ouais, plutôt très bon en langue. À Genève, de toute façon, si tu parles pas anglais, tu peux pas trouver de travail. Donc Fabien, l'anglais, pas de problème. Mhm. Moi, c'était plus compliqué. Ouais, nous les Français, hein. Et donc, du coup, si aujourd'hui tu aurais un conseil à donner à des personnes qui voudraient s'expatrier au Sri Lanka, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de bien réfléchir à l'endroit où ils veulent s'expatrier, de bien bûcher leur projet aussi, parce que même s'il y a encore beaucoup de choses à faire au Sri Lanka, selon les endroits où ils veulent réaliser ce projet, ça va être plus ou moins réalisable. C'est vrai que par exemple, on sait que tout le sud qui a toujours été développé, même pendant la guerre, hein, c'était déjà très touristique, c'est clairement saturé. Et mine de rien, bah, au Sri Lanka, on est victime de la saisonnalité. Donc c'est vrai que bah, là, par exemple, sur la côte est, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de business. Donc c'est des choses à bien réfléchir et échanger au maximum avec les gens sur place. C'est important d'avoir un maximum de retours, les bons, les mauvais, et ne négligez surtout pas votre vie sociale parce que des personnes qui viennent et qui repartent aussi vite, il y en a énormément. Et la vie sociale, quand on est expatrié, c'est extrêmement important. Carrément, c'est bien dit. Et d'ailleurs, toi, tu as un blog justement où on mettra le lien dans la description. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu es open à ce qu'on te contacte à travers ton blog
pour justement s'ils ont des questions à me poser? Avec grand plaisir, on le fait déjà énormément. Donc oui, avec grand plaisir. Le blog, il est là pour aider à organiser son voyage, mais aussi à partager notre expérience d'expat. Et c'est vrai qu'on a fait, là j'ai un peu abandonné les articles sur l'expatriation de notre côté, en tout cas j'avoue. Mais voilà, mais on parle vraiment sans langue de bois des mauvais côtés et des bons côtés, parce qu'il faut pas se leurrer, il y en a aussi forcément des mauvais, mais il y en a aussi des très très bons. Donc oui, non, pas de problème. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et si on peut vous aider avec grand plaisir. Super, je te remercie. Et donc du coup, pour en arriver aux questions de la fin, si tu pouvais te passer un petit message, tu sais, le jour où justement vous êtes rentré de ce deuxième voyage, on va dire pas le premier mais le deuxième, où vous étiez venu faire votre prospection, est-ce que tu te passerais un message? Non, je me dirais surtout profite à fond de tes derniers moments en France. Mange tout ce que tu peux, mange autant de fromage que tu peux. Ouais, profite à fond de tes derniers moments et profite bien des moments avec la famille, les amis. Après, en ce qui concerne l'expatriation, s'il y avait des choses à refaire ou des choses que la Clémence d'avant conseillerait à la Clémence de maintenant, pas forcément, parce qu'honnêtement, on a vraiment bien joué notre coup, on a vraiment bien tout réfléchi. Alors si, je me dirais un truc, tiens. Je me dirais de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, dans le sens où s'il y a quoi que ce soit avec le tourisme, bah t'es bien embêté en fait. Voilà. C'est ça. Là, c'est vrai moi je me suis reconvertie en prof de français du coup, et c'est vrai que s'il y avait un conseil, ce serait de réfléchir à un business avec des locaux en tout cas, pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Ouais. Ah, c'est bien ce que tu dis, ouais, c'est un très bon conseil. Toi, du coup, tu disais le fromage te manque beaucoup. Honnêtement, le fromage nous manque beaucoup. Après, franchement, on peut en trouver, mais c'est que ça coûte une fortune, quoi. Le morceau de camembert que t'achètes au supermarché, on va le payer, je sais pas, 10 € ici. Alors après, on l'apprécie, hein. Même si c'est pas du vrai fromage, je veux dire, de chez le fromager ou quoi que ce soit, tu l'apprécies quand même énormément. Mais c'est surtout les fruits, genre les framboises, les fraises, les cerises qui me manquent, le saucisson. Hein, désolée, mais le saucisson, un bon saucisson. Du jambon, tu sais le jambon que tu manges avec le melon là. Voilà, ce genre de truc qu'on ne trouve pas ici. Ouais, faut pas se mentir, ça me manque des bonnes rillettes. Voilà. Mais tu sais que moi, de toute façon, quand je rentrais en France ou quand j'avais des Français qui venaient me voir, tu pouvais être sûr qu'il y avait une valise remplie. Donc moi, pareil, j'avais la rillette. En plus, j'avais découvert la rillette aux noix de Saint-Jacques. Alors là, c'était foutu, c'était sûr qu'il fallait qu'on m'en ramène. Ah, je connais pas ça. Ah, ne découvre pas parce que tu vas devenir accro si t'aimes la Saint-Jacques. Oh mon Dieu, mais ça doit être tellement bon, hein. Ouais. La mère de Fabien est censée venir dans pas longtemps, donc je pense qu'on va rajouter ça dans sa valise. Ah ouais, je te le conseille. C'est pas toujours facile à trouver, mais il y en a. Ouais, tu m'étonnes, ça doit pas être facile à trouver, ouais. Ouais, mais du coup, ouais, ça va, c'est facile pour les gens justement qui viennent te voir d'avoir des choses dans la valise, ils sont pas trop compliqués. Non, ça va, on a la chance d'avoir un ami qui voyage beaucoup et qui en général voyage en business, donc du coup il peut se permettre d'avoir une valise en plus. Génial. Et à chaque fois en fait sa valise elle est remplie de produits pour nous, donc qui va chercher à droite à gauche le fromage, il nous a ramené mais des reblochons mais énormes. Donc j'avoue, se faire une tartiflette au Sri Lanka sous 40 degrés, c'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce que c'était bon. Il avait ramené les lardons, il avait ramené le fromage, il avait tout ramené, mais c'était une tuerie. Et du coup, on a tout congelé. C'est la première fois qu'on congèle du fromage, mais tu congèles tout et tu ressors ça, mais vraiment petit à petit. Tu dégustes, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Il est censé venir dans pas longtemps aussi. Donc, on va avoir le frigo rempli, c'est génial. C'est trop drôle que tu dises ça parce que j'en suis sûre que mon amie Cécile qui va écouter cet épisode parce qu'elle les écoute tous, c'est pareil, à chaque fois c'était le reblochon. Déjà je savais même pas qu'on pouvait le congeler, donc j'ai appris à le congeler. Je savais même pas quand est-ce que tu devais le sortir du congélateur si tu voulais te faire une tartiflette, mais on s'était programmé dans les agendas, alors tel samedi, et on restait bien entre Français, tu sais. Un petit comité, parce que tu te dis la tartiflette, il y en a pas pour 50. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que tu choisis bien les personnes avec qui tu vas manger ta tartiflette. Et nous aussi, on connaissait pas du tout le principe de congeler du fromage. Ça nous serait jamais venu à l'idée. Et au final, tu le fais parce que c'est totalement débile de manger autant de fromage en si peu de temps. Donc, tu as vraiment envie de le déguster, quoi.
Mais non, ça se congèle très bien. Après, c'est clair que ça n'a pas le même goût que si on était en France, mais quand on n'a pas mangé depuis 2 ans et demi, honnêtement. C'est ça. C'est juste dommage, c'est le saucisson qu'on peut pas congeler. Parce que ça aussi, je m'en ramenais 2 ou 3, mais tu te dis, punaise, manger du saucisson et puis après, t'en as plus. Ouais, le saucisson, ouais. Et alors nous, on l'a fait goûter en plus à Capi, on lui a fait goûter du saucisson. Alors sa première réaction, c'était un petit peu, c'est bizarre votre truc. Et puis quand on lui a dit que c'était du sanglier, alors là, mais il était, oh, le sanglier, c'est trop bon en plus. Hein. Du coup, tout d'un coup, il a bien aimé, tu sais, c'était assez marrant à voir. Moi, une fois, j'avais fait goûter à un Américain, j'avais fait comparer le foie gras avec le pâté. Et il m'a répondu qu'il préférait le pâté. Je lui ai dit, bah tu vois, le foie gras, je l'ai ouvert une fois devant toi, je ne le ferai plus. Et je n'ai plus jamais ouvert de foie gras devant des Américains. Parce que j'ai dit, c'est hors de question que je partage ça si au final tu préfères le pâté. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et le plus drôle, c'est de leur faire goûter du fromage. On avait un petit bout de roquefort qui nous restait. Et donc, on a fait goûter ça. On a quelqu'un qui vient nous aider de temps en temps à la maison. Et puis, donc, on lui a fait goûter. Mais j'ai filmé sa tête. Hein. C'était tellement marrant. Et il me regarde et me dit, But miss, it's expired, non? Et j'étais là, oh non, c'est pas du tout expiré. C'est juste trop bon. Et il était là, non, non. Et tu sais, il osait même plus. C'était dans sa bouche. Je voyais le morceau de roquefort qui était dans sa bouche. Il osait pas le cracher, il osait rien dire. Et regarde, il me dit, est-ce que je peux aller le jeter, s'il te plaît? Ouais, vas-y, va le jeter, va le jeter. Le pauvre. Bah, puisqu'on est justement sur le sujet de la bouffe qu'on aime tant, est-ce qu'à l'inverse, justement, eux, ils t'ont fait goûter des choses qui t'ont aussi surprise ou dégoûté, quoi? Bah, franchement, au Sri Lanka, ça va. Ils mangent pas des trucs bizarres. Ils mangent pas d'insectes, ils mangent pas tout ça. Donc, honnêtement, là-dessus, ça va. Après, la gastronomie sri-lankaise, c'est surtout le rice and curry. C'est vraiment leur plat typique. Donc, c'est du riz avec plein de petits currys. Dans l'ensemble, ils sont végétariens. Donc, franchement, non, ça va. Les légumes, alors, ils ont des légumes qui sont pas très, très bons, certains. Mais franchement, non, ça va. J'ai pas le souvenir d'avoir mangé un truc. Ah, si, alors je sais. Le poisson séché. Alors ça, le poisson séché, mais c'est vraiment abominable. Déjà, l'odeur, mais c'est horrible. Et alors, quand tu le cuisines, mais alors ça va embaumer la maison, mais pendant des semaines. Et puis, en plus, quand t'es invité chez quelqu'un, t'es obligé de goûter. Et puis, en plus, ils sont là, mais vas-y, prends plus, prends plus, prends plus. Et toi, tu mets ça dans ta bouche. Ça, c'est horrible. Ça et le durian. Je sais pas si t'as déjà goûté le durian comme fruit. C'est horrible. Tu sais même C'est pas horrible. quoi ça Déjà, ressemble. c'est une espèce de grosse boule mi-verte, mi-jaune. Et en fait, ça sent tellement mauvais que tu peux pas l'ouvrir à l'intérieur d'une maison et d'une voiture. Sinon, mais l'odeur ne partira jamais. Et au goût, c'est un mélange de vomi et de café mélangé. Tu vends pas du rêve là, tu donnes pas du tout envie de goûter, quoi. Ah, mais c'est immonde. Mais c'est vraiment immonde. Et le goût reste dans ta bouche, mais pendant tellement longtemps. Il y a des personnes qui aiment, hein. Mais alors, moi, j'ai essayé une fois, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas aimé. Et notre associé, il était là en train de manger ça devant nous. On était là, mais Kali, t'exagères, là, c'est vraiment dégueulasse ton truc. Il était là, non, it's very tasty. Ah, mais non, c'est pas du tout tasty ton truc. Excellent. Non mais tu vois, c'est drôle justement, c'est ça que j'adore dans le voyage et l'expatriation et tout ça, de voir ces différences de culture et de goût. C'est quand même super enrichissant dans une expérience. Alors, un autre truc à savoir, par contre, sur le Sri Lanka et la nourriture, c'est qu'ils mangent super épicé. Mais c'est pas épicé genre goûtu avec plein de saveurs. C'est épicé à vraiment ne pas pouvoir manger, avoir l'impression que tu sors de chez le dentiste tellement que ta bouche est anesthésiée. Tu vas pleurer, tu vas avoir un coup de chaud. Mais vraiment, c'est vraiment horrible. Et plus ça pique, plus ils sont contents. Et on a déjà vu des personnes nous dire « Ah, c'est pas assez épicé ». Et aller dans le jardin, chercher un chili et le croquer comme ça. Et là, t'es là « Ah, ils sont malades, c'est pas possible ». Ouais, donc toi, si tu leur fais à manger, ils doivent penser que c'est super fade, quoi. Alors, certaines personnes, ouais, vont pas aimer. Alors, nous, l'homme des maisons, franchement, on a réussi à lui faire... on lui a appris à cuisiner de la nourriture française. Mais c'est marrant parce que donc on lui a appris à faire une tarte aux poireaux. Donc, il fait la pâte lui-même et tout ça. On lui a donné notre four. Et donc, du coup, tout content, il montre à sa femme comment faire une tarte. Et je lui dis, OK, et t'as mis quoi dans ta tarte? Et il me dit, ah, j'ai rajouté du gingembre et du piment. Ah ouais, non. forcément, t'as rajouté du piment. Il a dit, parce que sinon, ma famille, ils mangeaient pas. Donc, ils rajoutent du piment et il était tout content de nous dire, ils ont rajouté du piment. Donc, ils mettent vraiment du piment dans tout. Après, lui, ça va parce que maintenant, il a l'habitude de manger européen, donc ça passe. Mais les 3/4 des Sri Lankais, non. Et si tu leur fais goûter autre chose, ils vont te rajouter du piment ou alors ils vont te rajouter énormément de poivre
pour avoir un goût vraiment très fort et ne pas apprécier les saveurs du plat, en fait. C'est vraiment une autre culture, ouais, c'est vraiment totalement différent. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, j'adore manger épicé, mais je trouve que ouais, c'est dommage quand on met partout, parce que comme tu le dis, du coup, bah, le goût du poireau, il a plus le goût du poireau, quoi. Ah bah là, je sais pas s'ils ont senti le poivre, c'est sûr, parce qu'à mon avis, en plus de ce qu'il m'a dit, il a pris vraiment une poignée de piments. Donc, il devait y avoir au moins 10 piments verts et c'était recouvert de piments sur la tarte, quoi. Donc, écoute, s'ils aiment ça, tant mieux, mais c'est vrai que nous, ça passe pas. Et vraiment, un conseil, si vous voulez visiter le Sri Lanka, précisez systématiquement que vous voulez pas de piment et que vous voulez pas de sel, parce que du coup, ils vont remplacer le piment par le sel. Ah, Donc, c'est immangeable. ok, so no pepper and no hot spice and no salt. Exactement, ouais. Ok, Sinon, vous êtes foutus. excellent. Mais écoute, j'adore échanger avec toi. Malheureusement, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, pour le conclure, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Alors, ma citation, je dirais fais de ta vie un rêve et d'un rêve ta réalité. C'est un truc comme ça, je crois, la Ouais, je citation, crois que c'est ça, exactement. ouais. Je sais pas C'est un truc comme ça, mais en gros, c'est ça, ouais. En gros, c'est on n'a qu'une vie, donc en gros, il faut profiter à fond et vivez vos rêves et au pire, si ça marche pas, quoi. C'est pas la fin du monde et vous avez forcément un endroit où vous pouvez revenir et si pour partir à zéro, repartez à zéro. Mais l'expatriation est une très, 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 très belle expérience avec ses hauts et ses bas, mais une très belle expérience de vie, une très belle expérience humaine et que je ne regrette pas. C'est pas vraiment la citation, la fin ou une chanson, mais voilà. Bah écoute, non, c'est très bien, très très bien dit et j'espère que ça va aider certaines personnes à justement oser sauter le pas. Donc en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite... du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que chez moi, on est le matin et chez toi, c'est le soir. Donc je vais te souhaiter... Ouais, c'est ça. Je te remercie et je vais te souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup, Kelly. À très bientôt. Salut.